Lors du voyage à la plage, ma mère a offert à tous les enfants des ensembles de bains assortis à $300, sauf à ma fille. Elle l'a regardé et a dit, « Tu peux partager celui de l'année dernière. Ne fais pas de cinéma. » Puis elle a remis l'ensemble de rechange à l'enfant d'un voisin. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste pris la main de ma fille, emballé nos affaires et opéré un changement discret qui les frapperait sur toutes les factures dont ils dépendent. Bonjour à tous, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie beaucoup. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Brian. J'ai 31 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours des 5 dernières années, c'est qu'être fiable vous rend invisible. Je travaille comme analyste financier dans une entreprise de taille moyenne à Charlotte. Ma fille, Melissa, a 8 ans. Elle a les cheveux foncés de sa mère et m'a tendance à tout remarquer mais à ne rien dire. Sa mère est décédée quand Melissa avait 3 ans. Le cancer ne se soucie pas des calendriers ou de l'équité. Après cela, il n'y avait plus que nous deux. J'ai appris à tresser les cheveux en regardant des vidéos YouTube à 2 heures du matin. J'ai appris à préparer des déjeuners scolaires dont les autres enfants ne se moqueraient pas. J'ai appris à être les 2 parents, et j'ai appris à le faire discrètement. Mais ma famille n'a pas appris à me voir autrement que comme ce que j'avais toujours été, celui sur qui on peut compter, celui qui paie quand les choses se compliquent, celui qui ne dit jamais non. Tout a commencé il y a 5 ans lorsque mon père a eu sa première crise cardiaque. Il a survécu, mais les factures médicales les ont accablés. Mes parents vivaient déjà d'une paix à l'autre. Ma mère travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. Mon père avait été superviseur de chantier, mais après l'opération, il ne pouvait plus effectuer de travaux lourds. Ils étaient en train de se noyer. J'avais 26 ans à l'époque, célibataire, pas encore d'enfant, et je venais d'obtenir une augmentation de salaire décente. Alors, quand ma mère a appelé en pleurant au sujet du paiement hypothécaire, j'ai viré l'argent. Lorsque mon père avait besoin de médicaments que l'assurance ne couvrait pas, je les ai payés. Lorsque leur voiture est tombée en panne et qu'ils n'avaient pas d'économie, j'ai payé les réparations, juste jusqu'à ce que nous nous remettions sur pied, a dit ma mère. C'était il y a 5 ans. Ma sœur, Scarlett, a 28 ans. Elle a toujours été la préférée, le bébé de la famille, celle qui a eu les fêtes d'anniversaire avec des thèmes et des châteaux gonflables loués, celle qui a eu la voiture pour son 16e anniversaire alors qu'on me disait d'économiser pour la mienne. Elle est mariée maintenant à un type nommé Louis. Ils ont 3 enfants, des jumeaux de 6 ans et une fille de 4 ans. Scarlett travaille à temps partiel comme réceptionniste, mais l'entreprise de construction de Louis est imprévisible. Certains mois sont bons, la plupart ne le sont pas. Devinez qui comble les lacunes? Je paie l'hypothèque de mes parents. Je la paie depuis 4 ans sans interruption. Cela représente $1850 chaque mois. Je paie l'assurance automobile de ma mère parce qu'elle ne peut pas se le permettre après l'accident qu'elle a eu il y a 2 ans. Je paie la couverture de santé supplémentaire de mon père parce que Medicare ne couvre pas suffisamment. J'ai payé le VUS de Scarlett lorsqu'elle a démoli sa berline. Je continue d'effectuer les paiements mensuels de cette voiture. Je paie la garderie des garçons 3 jours par semaine. J'ai payé leurs vêtements de rentrée scolaire l'année dernière. J'ai envoyé de l'argent pour les cadeaux de Noël. J'ai envoyé de l'argent pour le camp d'été. J'ai envoyé de l'argent pour l'acompte du voyage familial à la plage. Au cours des 5 dernières années, j'ai viré, transféré ou payé directement plus de $165 000 à ma famille. Pas un seul dollar n'a été remboursé. Pas une seule carte de remerciement n'est arrivée par la poste. J'ai d'abord tenu une feuille de calcul. Je me suis dit que je me contentais de faire le suivi pour savoir ce qu'il me devait. Mais après la 3e année, j'ai cessé de la mettre à jour. Je savais que je ne demanderais jamais de remboursement. Ce n'était pas ainsi que notre famille fonctionnait. Scarlett a obtenu de l'aide. Mes parents ont obtenu de l'aide. J'ai donné de l'aide. C'était mon rôle. Melissa ne s'est jamais plainte. Elle a remarqué cependant. Les enfants remarquent toujours. Quand je lui ai dit que nous ne pouvions pas aller à Disney World cette année parce que l'argent était serré, elle a simplement hoché la tête. Elle ne savait pas que je venais de virer $4 000 pour couvrir la facture d'impôt foncier de mes parents.
Quand je lui ai dit que nous ferions une petite fête d'anniversaire au parc au lieu de louer une salle comme ses cousins, elle a souri et a dit que le parc semblait parfait. Elle n'a jamais demandé pourquoi ses cousins obtenaient des choses qu'elle n'obtenait pas. Elle l'a simplement accepté de la même manière que je l'avais fait. Je pensais que c'était ce que les familles faisaient. Vous aidez quand les gens en ont besoin. Vous vous présentez. Vous ne tenez pas les comptes. Mais j'avais tort. Le voyage à la plage était l'idée de Scarlett. Elle voulait de grandes vacances en famille. Elle voulait que les enfants aient des souvenirs. Elle voulait louer l'une de ces immenses maisons au bord de l'océan avec la terrasse enveloppante et la promenade privée jusqu'au sable. Ce sera incroyable, Brian, comme quand nous étions enfants. Nous ne sommes jamais allés à la plage quand nous étions enfants. Nous sommes allés au lac une fois et avons séjourné dans une cabane qui sentait la moisissure. Mais je ne l'ai pas corrigé. La location coûtait $6,800 pour la semaine. Scarlett a envoyé le lien dans le groupe de discussion familiale avec environ 15 points d'exclamation. Mon père a immédiatement dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. Scarlett a envoyé un emoji triste. Ma mère a envoyé un message disant à quel point les petits-enfants seraient déçus. J'ai envoyé la compte cet après-midi-là. Personne ne m'a remercié dans le groupe de discussion. Ma mère m'a envoyé un texto en privé 2 heures plus tard. Tu es une telle bénédiction, Brian. Les enfants seront tellement excités. Les enfants, pas Mélissa en particulier, juste les enfants. J'ai dit à Mélissa que nous allions à la plage. Ses yeux se sont illuminés d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle a demandé si elle pouvait avoir un nouveau maillot de bain. Je lui ai dit que nous irions faire du shopping ce week-end. Nous sommes allés chez Target. Elle a choisi un simple maillot, une pièce bleue avec de petites étoiles de mer blanches dessus. Il coûtait $18. Elle m'a dit qu'il était parfait. Je ne savais pas que ma mère avait d'autres plans. Nous sommes arrivés à la maison de location un samedi après-midi. L'endroit était immense, 5 chambres, 8 salles de bain, une salle de jeu, une table de billard et des fenêtres du sol au plafond donnant sur l'océan. Scarlett et Louis ont pris la suite principale au dernier étage. Mes parents ont pris la deuxième plus grande chambre. J'ai eu la petite chambre près de la buanderie avec Mélissa. Les jumeaux ont eu la chambre avec les lits superposés. La fille de Scarlett a eu la chambre avec le lit à baldaquin de princesse. Mélissa ne s'est pas plainte de la chambre. Elle était juste excitée de voir l'océan. Dimanche matin, ma mère a rassemblé tous les enfants sur la terrasse arrière. Elle avait des sacs de magasinage alignés sur la table de patio. Elle souriait de cette manière large et démonstrative qu'elle a quand elle veut que tout le monde voie à quel point elle est généreuse. J'ai des surprises pour mes petits-enfants, a-t-elle annoncé. Elle a sorti des ensembles de bains assortis, de marques de créateurs, le genre que vous voyez dans les publicités Instagram, des rash-guards avec des motifs, des shorts de bain et des board shorts assortis, des ensembles coordonnés qui provenaient clairement de la même collection de boutiques. Elle en a remis un à chacun des jumeaux. Elle en a remis un à la fille de Scarlett. Elle avait même un ensemble supplémentaire, un peu plus petit, et elle l'a remis à l'enfant du voisin qui s'était promené de la maison d'un accent grave côté. Mélissa est restée là à attendre. Ma mère l'a regardée. Il y a eu une pause, une longue pause, le genre qui s'étire et se remplit de sens. Le sourire de ma mère s'est crispé. Tu peux partager celui de l'année dernière, ma chérie. Ne fais pas de cinéma. Mélissa n'avait pas d'ensemble de l'année dernière. Nous n'étions pas à ce voyage l'année dernière. Le visage de Mélissa a changé. Ce n'était pas un effondrement spectaculaire. C'était quelque chose de plus discret. Ses yeux se sont remplis. Ses épaules se sont un peu rentrées. Elle a baissé les yeux sur ses pieds nus sur la terrasse et a hoché la tête une fois. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Ma mère s'est détournée, aidant déjà les plus jeunes enfants à enfiler leurs nouveaux ensembles, riant de leur apparence mignonne. L'enfant du voisin, un enfant de 7 ans que je n'avais jamais rencontré auparavant, tenait son nouvel ensemble comme s'il avait gagné un prix. Scarlett a remarqué. Elle a vu le visage de Mélissa. Elle m'a jeté un coup d'œil. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait peut-être dire quelque chose. Au lieu de cela, elle a souri vivement et a dit « Ces couleurs sont si mignonnes, maman. Tu as le meilleur goût. » Je me suis agenouillé à côté de Mélissa. J'ai gardé la voix basse. « Va emballer tes affaires, bébé. Nous partons. » Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas.
Elle essayait tellement de ne pas pleurer. Est-ce que nous avons des problèmes, a-t-elle chuchoté. Non, ma chérie. Nous n'avons aucun problème. Pas un seul. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas demandé à ma mère pourquoi. J'ai juste pris la main de Mélissa et je suis retourné dans la maison. Ma mère m'a interpellé, Brian, ne sois pas ridicule. Elle va bien. Je ne me suis pas retourné. J'ai fait nos valises en moins de 10 minutes. Mélissa était assise sur le bord du lit et me regardait. Elle n'a pas posé de questions. Elle tenait juste son petit maillot de bain bleu avec des étoiles de mer sur ses genoux comme si c'était quelque chose qu'elle devait protéger. Quand nous sommes retournés dans la maison, mon père était dans la cuisine. Il a vu les sacs. Vous ne partez pas, n'est-ce pas? Allons, Brian. Ne réagis pas de façon excessive. Nous rentrons à la maison, papa. Ta mère ne voulait rien dire par là. Tu sais comment elle est. Je me suis arrêté à la porte. Je l'ai regardée. Oui, papa. Je sais exactement comment elle est. Nous sommes partis. Mélissa n'a pas regardé en arrière. Moi non plus. Sur le chemin du retour, elle a été silencieuse pendant les 30 premières minutes. Puis elle a doucement demandé, ai-je fait quelque chose de mal? J'ai tendu la main et lui ai serré la main. Non, bébé. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Elle a hoché la tête et a regardé par la fenêtre. Quelques minutes plus tard, elle a dit, je ne voulais pas vraiment ce maillot de bain fantaisie de toute façon. Le mien a des étoiles de mer. J'aime les étoiles de mer. J'ai dû me ranger à une aire de repos parce que je ne voyais plus clairement la route. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai mis Mélissa au lito. Elle était épuisée par l'émotion de la journée. Je me suis assis avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, sa main agrippée à ma manche comme elle le faisait quand elle était plus petite. Après qu'elle se soit endormie, je suis allé à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti mes fichiers, feuilles de calcul, relevés bancaires, historique de paiement, transferts automatiques, paiements récurrents, comptes partagés, police d'assurance, tout. J'étais organisé parce que je suis un analyste financier. C'est ce que je fais. Je fais le suivi des chiffres. Je crée des systèmes. Je gère des portefeuilles. Pendant 5 ans, j'avais géré un portefeuille dont personne d'autre ne connaissait même l'existence. Ils pensaient que l'hypothèque était simplement payée. Ils pensaient que l'assurance était simplement renouvelée. Ils pensaient que les paiements de voiture étaient simplement réglés. Ils pensaient que tout se passait simplement, comme l'eau qui coule d'un robinet quand vous tournez la poignée. Ils n'ont jamais demandé d'où venait l'eau. J'ai regardé l'écran pendant longtemps. L'appartement était calme. Dehors, j'entendais le bourdonnement de la circulation et le bruit lointain de la télévision de quelqu'un à travers les murs minces. Des bruits normaux, les bruits d'un dimanche soir ordinaire, mais plus rien ne semblait normal. J'ai pensé au visage de Mélissa. J'ai pensé à la façon dont elle essayait de ne pas pleurer. J'ai pensé à la façon dont ma mère l'avait regardée, non pas avec affection ou amour, mais avec dédain, comme si Mélissa était un inconvénient, une complication, moins que. J'ai pensé à 5 années de paiement, 5 années à être le filet de sécurité, 5 années à être pris pour acquis, 5 années de silence parce que je ne voulais pas causer de problème. Je ne voulais pas être difficile. Je voulais être le bon fils, le frère fiable. Je voulais croire que l'amour n'était pas conditionnel, que la famille n'était pas transactionnelle. Mais en regardant ma mère remettre cet ensemble de bains à l'enfant d'un étranger alors que ma fille était là à attendre, j'ai compris quelque chose que je refusais de voir. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais un service. J'ai ouvert le compte hypothécaire. Mon nom figurait sur le paiement automatique. J'étais inscrit comme utilisateur autorisé sur leur compte bancaire. Je pouvais voir chaque transaction. Je pouvais voir mes 1850 $ arriver le premier de chaque mois comme sur des roulettes. J'ai fait défiler l'historique, 4 ans, 48 paiements. Cela faisait 88 800 $ juste pour leur maison. J'ai ouvert l'assurance automobile, mon nom, ma carte de crédit, 240 $ par mois depuis 3 ans. Cela faisait encore 8 640 $. J'ai ouvert le compte de paiement de voiture pour le VUS de Scarlett, mon prêt, mon crédit, ma signature, 520 $ par mois pendant 2 ans et demi. Cela faisait 15 600 $.
J'ai ouvert la police d'assurance maladie supplémentaire pour mon père, mon mode de paiement, 380 $ par mois pendant 3 ans. Cela faisait 13 680 $. J'ai ouvert les comptes de services publics où j'étais inscrit comme payeur de secours, les services de diffusion en continu que je payais parce que ma mère voulait regarder ses émissions, le forfait téléphonique où je couvrais 3 lignes, le prélèvement automatique de la garderie. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul. J'ai créé 8 colonnes, nom du compte, numéro de compte, montant du paiement, fréquence du paiement, total payé à ce jour, processus d'annulation, date d'annulation, numéro de confirmation. J'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin. Au moment où j'ai fermé l'ordinateur portable, j'avais un plan. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était juste une série d'actions administratives, de petits interrupteurs actionnés dans le bon ordre, de courriels envoyés au bon service, d'appels passés aux bonnes lignes de service à la clientèle. J'étais bon dans les détails. C'était mon travail, gérer des systèmes financiers complexes, identifier l'exposition au risque, restructurer des portefeuilles. J'étais sur le point de restructurer le leur. J'ai pensé à appeler ma mère. J'ai pensé à expliquer. J'ai pensé à lui donner une chance de s'excuser, de réparer, de voir ce qu'elle avait fait. Mais ensuite, je me suis souvenu à nouveau du visage de Mélissa, et j'ai décidé que certaines leçons sont mieux apprises par les conséquences que par les conversations. Lundi matin, j'ai emmené Mélissa à l'école. Elle m'a serré très fort dans ses bras avant de sortir de la voiture. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle a dit qu'elle m'aimait aussi. Puis je suis allé travailler. Je m'occupe de la restructuration financière pour les clients de petites entreprises. J'analyse les problèmes de flux de trésorerie. J'identifie les inefficacités. Je présente des solutions. Je suis très bon dans ce domaine. Ce jour-là, j'ai appliqué ces mêmes compétences à ma propre situation. Premier appel, société de crédit hypothécaire. J'ai expliqué que je devais me retirer du système de paiement automatique. Le représentant a demandé si je voulais mettre à jour le mode de paiement ou simplement annuler le prélèvement automatique. J'ai dit annuler. Elle a demandé si je voulais aviser le titulaire principal du compte. J'ai dit que ce ne serait pas nécessaire. Elle a traité la demande. Elle prendrait effet immédiatement. Le prochain paiement dû dans 6 jours ne serait pas traité à moins que mes parents ne fassent le paiement manuellement eux-mêmes. Numéro de confirmation enregistré. Deuxième appel, compagnie d'assurance automobile. J'ai expliqué que je devais supprimer mon mode de paiement et annuler la police sur le véhicule secondaire. Le représentant a demandé si je voulais transférer la police à un autre payeur. J'ai dit non. Elle m'a averti que l'annulation serait immédiate et pourrait affecter la couverture de l'autre partie. J'ai confirmé que je comprenais. Elle l'a traité. Numéro de confirmation enregistré. Troisième action, portail de prêt automobile. Je me suis connecté. J'ai mis à jour mes coordonnées pour que ma mère et ma sœur ne reçoivent plus de rappels de paiement. J'ai configuré le compte pour que les paiements manqués ne me contactent pas pour une sauvegarde. J'ai programmé l'annulation du prélèvement automatique avec effet immédiat. Le prochain paiement ne sera pas traité. Après 2 paiements manqués, le prêt sera en défaut et le véhicule sera signalé pour reprise de possession. Quatrième appel, régime supplémentaire d'assurance maladie. J'ai expliqué que je devais annuler mon autorisation de paiement. Le représentant a essayé de me convaincre de transférer le régime. J'ai refusé. Le régime prendrait fin à la fin du cycle de facturation dans 12 jours. Numéro de confirmation enregistré. J'ai fait une pause. J'ai déjeuné à mon bureau, un sandwich à la dinde que Mélissa m'avait aidé à préparer ce matin-là. Elle avait insisté pour ajouter des cornichons supplémentaires parce qu'elle disait que les cornichons amélioraient tout. J'ai pensé à sa logique. Peut-être qu'elle avait raison. J'ai sorti les comptes de service public. J'ai supprimé ma sauvegarde de paiement. J'ai appelé les services de diffusion en continu et j'ai annulé les abonnements au forfait familial. J'ai appelé le fournisseur de services téléphoniques et j'ai supprimé les 3 lignes supplémentaires de mon compte. Ces téléphones cesseraient de fonctionner dans 72 heures. J'ai contacté la garderie. J'ai expliqué que je ne couvrirais plus le paiement. Ils ont demandé si je voulais en informer l'autre partie. J'ai dit qu'ils pouvaient s'en occuper comme ils le souhaitaient. À 16 heures, j'avais passé 14 appels, envoyé 9 courriels et mis à jour 12 comptes. Pas une seule personne de ma famille ne le savait encore. Tout fonctionnait encore.
Les lumières étaient encore allumées. Le téléphone fonctionnait encore. Les voitures démarraient encore. Mais les fondations avaient été enlevées. Dans 6 jours, le premier paiement serait rejeté. Dans 12 jours, l'assurance prendrait fin. Dans 2 semaines, les téléphones deviendraient noirs. C'était comme regarder une tour de Jenga après avoir retiré les blocs du bas. Elle tient encore, mais seulement pour un moment. Je suis allé chercher Mélissa à l'école. Elle m'a parlé de sa journée. Elle m'a parlé du livre qu'il lisait en classe. Elle m'a dit que sa meilleure amie, Samantha, avait partagé sa collation parce que Mélissa avait oublié la sienne. J'ai dit à Samantha, merci. Mélissa a dit, c'est important de dire merci quand les gens sont gentils avec toi. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. C'est vraiment le cas, bébé. C'est vraiment le cas. Ce soir-là, j'ai reçu mon premier texto de ma mère. Brian, es-tu toujours contrarié à cause d'hier? Tu sais, j'aime Mélissa. Je pensais juste que les autres enfants seraient plus excités par les ensembles assortis. Appelle-moi quand tu auras le temps. Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, un autre texto de Scarlett. Et, ne sois pas fâché contre maman. Elle ne voulait pas blesser les sentiments de Mélissa. Tu sais comment elle est. Laisse tomber. J'ai regardé ce texto pendant longtemps. Laisse tomber, comme si c'était mon travail d'absorber la douleur, d'arranger les choses, de faire comme si cela n'avait pas d'importance. J'ai supprimé les 2 messages sans répondre. Mardi matin, je me suis réveillé tôt. J'ai fait des crêpes à Mélissa. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble et nous avons parlé de son prochain projet scientifique. Elle voulait construire un volcan. Je lui ai dit que nous irions au magasin d'artisanat ce week-end. Elle m'a souri au-dessus de son jus d'orange. Tu es le meilleur papa. Je lui ai souri en retour, mais quelque chose dans ma poitrine s'est serré. Tu es la meilleure fille. Après l'avoir déposée, j'ai passé 3 autres appels. J'ai finalisé les dernières annulations. J'ai mis à jour mon dépôt direct au travail afin que mes chèques de paie ne soient plus visibles pour quiconque avait accès aux informations de mon ancien compte bancaire. Je m'effaçais de leur système, une transaction à la fois. Mercredi, tout était en mouvement. La tour était toujours debout, mais le compte à rebours avait commencé. J'ai attendu. La première fissure est apparue jeudi. J'étais au travail quand mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère. J'ai laissé passer à la messagerie vocale. Elle a rappelé. J'ai refusé. Elle a appelé une 3e fois. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. 20 minutes plus tard, Scarlett a appelé. Je n'ai pas répondu. 1 heure après cela, mon père a appelé. J'ai regardé son nom clignoter sur l'écran, puis disparaître. Quand je suis rentré à la maison, j'avais 17 appels manqués et 9 textos. Je les ai lus pendant que Mélissa regardait des dessins animés dans le salon. Maman, Brian, appelle-moi tout de suite. Le paiement hypothécaire n'a pas été effectué. La banque dit que le paiement automatique a été annulé. Appelle-moi. Maman, Brian, c'est sérieux. Rappelle-moi. Scarlett, maman panique à cause de l'hypothèque. As-tu changé quelque chose? Scarlett, Brian, réponds à ton téléphone. Papa, fils, ta mère est très contrariée. Quoi qu'il se passe, parlons-en. Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. La compagnie d'assurance vient d'appeler et a dit que la police est annulée. As-tu fait ça? Maman, Brian, tu me fais peur. S'il te plaît, appelle. J'ai posé mon téléphone. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais calme. J'ai préparé le dîner, des spaghettis aux boulettes de viande. Le plat préféré de Mélissa. Nous avons mangé ensemble à la table de la cuisine. Elle m'a parlé d'un garçon dans sa classe qui avait apporté un lézard de compagnie pour la présentation. C'était tellement cool. Papa, pouvons-nous avoir un lézard? Peut-être pour ton anniversaire, ai-je dit. Après le dîner, je lui ai donné un bain. Je lui ai lu 2 chapitres du livre sur lequel nous travaillions. Je l'ai bordé et j'ai embrassé son front. Je t'aime, Mélissa. Je t'aime aussi, papa. Quand je suis revenu au salon, mon téléphone était de nouveau allumé. 6 autres appels, 4 autres textos.
J'ai ouvert les messages. Maman, le paiement de la voiture n'a pas été effectué non plus. Brian, qu'as-tu fait? Scarlett, tu dois appeler maman tout de suite. Elle a une crise de panique. Papa, Brian, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous pouvons arranger ça. Appelle-nous. Maman, s'il te plaît. Brian, je suis désolé si j'ai blessé les sentiments de Melissa. Je ne le pensais pas. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai lu ce dernier message 3 fois. Si j'ai blessé les sentiments de Melissa, si, Pape, je suis désolé d'avoir blessé Melissa. Pape, j'avais tort. Pape, je n'aurais pas dû faire ça, si, comme si elle n'était toujours pas sûre, comme si peut-être Melissa était juste trop sensible, comme si peut-être je réagissais de façon excessive. J'ai tapé une réponse. Je l'ai supprimée. J'en ai tapé une autre. J'ai supprimé celle-là aussi. Finalement, j'ai écrit « J'ai besoin d'espace en ce moment ». J'ai appuyé sur « Envoyer ». 10 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Ma mère. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé à nouveau. Un SMS est arrivé. Espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Brian, il faut qu'on parle de ça tout de suite. Tu ne peux pas tout annuler comme ça sans explication. J'ai éteint mon téléphone. Je suis resté assis longtemps dans le salon sombre. La seule lumière venait du lampadaire dehors, filtrant à travers les stores et dessinant de douces rayures sur le sol. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais répondu au téléphone à minuit parce que ma mère avait besoin de quelque chose. Toutes les fois où j'avais viré de l'argent en moins d'1 heure après avoir reçu un SMS paniqué, toutes les fois où j'avais réorganisé mon budget, mes plans, ma vie parce qu'ils avaient besoin de moi. Et j'ai pensé que rien de tout cela n'avait d'importance quand Melissa avait besoin d'eux. Pas d'eux, juste de ma mère. Juste pour un instant, un petit geste d'équité, d'inclusion, et elle n'a pas pu le faire. Vendredi matin, j'ai rallumé mon téléphone. 32 appels manqués, 19 SMS. Je les ai parcourus. Ils étaient tous des variations sur le même thème, panique, confusion, colère, culpabilisation. Quelques excuses enfouies dans le désespoir, mais elles sonnaient creuses, des excuses transactionnelles destinées à rétablir les services, pas à restaurer la relation. Un SMS de Scarlett s'est démarqué. Je ne sais pas ce que tu crois prouver, Brian, mais tu fais du mal à maman et papa. Ils n'ont rien fait pour mériter ça. J'ai regardé ce message fixement. Ils n'ont rien fait. C'était ça le problème, n'est-ce pas? Ils n'ont rien fait. Pas quand Melissa a été exclue, pas quand j'ai tout payé, pas quand je me suis effacé pour faire de la place à leur confort. Ils n'ont rien fait. Et c'est précisément pour ça que je faisais ça. Samedi, j'ai emmené Melissa au parc. Nous avons nourri les canards. Nous avons mangé une glace. Nous nous sommes assis sur les balançoires et avons parlé de choses sans importance. C'était une bonne journée. Mon téléphone est resté dans ma poche, en mode silencieux. Quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait 3 messages vocaux. Le premier était de mon père. Sa voix était tendue, fatiguée. Brian, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais il faut que ça cesse. Ta mère est au bout du rouleau. La banque a envoyé un avis de retard sur l'hypothèque. La compagnie d'assurance ne veut pas rétablir la police sans un paiement complet d'avance. On n'a pas les moyens. Quoi que tu essaies de prouver, tu as fait ton effet. Maintenant, répare ça. Le deuxième était de Scarlett. Elle pleurait. Brian, la garderie m'a appelé. Ils ont dit que tu avais arrêté de payer. Je ne peux pas me le permettre toute seule. Louis vient de perdre un chantier. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé. D'accord, je suis désolé pour les stupides ensembles de bains. C'est ça que tu veux entendre? Rappelle-moi. Le troisième était de ma mère. Elle ne pleurait pas. Elle était en colère. Brian, je t'ai élevé mieux que ça. On n'abandonne pas sa famille à cause d'une dispute insignifiante. Ton père et moi avons été là pour toi toute ta vie. Nous avons pris soin de toi. Nous t'avons tout donné. Et c'est comme ça que tu nous remercies, en nous laissant nous noyer? Rappelle-moi et répare ce bordel que tu as créé, ou ne te donne même pas la peine d'appeler. J'ai enregistré les 3 messages. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ressorti mes relevés.
J'ai regardé les chiffres, les dates, les montants. 5 ans de documentation. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à taper. Ça m'a pris 3 heures. Quand j'ai eu fini, j'avais un récapitulatif de 15 pages, chaque paiement, chaque virement, chaque compte, chaque facture, le montant total, la chronologie, le contexte, les schémas. J'ai inclus des captures d'écran, des relevés bancaires, des emails de confirmation, des historiques de prélèvements automatiques. Je n'ai pas inclus de commentaires émotionnels. Je n'en avais pas besoin. Les chiffres racontaient l'histoire. À la fin, j'ai ajouté un paragraphe. Pendant 5 ans, j'ai discrètement financé la stabilité financière de cette famille. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était ça, l'amour. Je pensais que le sacrifice sans reconnaissance était noble. J'avais tort. L'amour n'est pas à sens unique. La famille n'est pas un secteur de service. Quand ma fille a été exclue et humiliée, j'ai réalisé que mon rôle dans cette famille n'était pas celui de fils ou de frère. C'était celui de distributeur automatique. Ce document représente la fin de ce rôle. Je ne reprendrai pas les paiements. Je ne fournirai pas de renflouement. Je ne répondrai pas à la culpabilisation, à la manipulation ou aux exigences. Je vous souhaite à tous de réussir à gérer vos propres responsabilités financières à l'avenir. J'ai enregistré le document au format PDF. Puis je l'ai joint à un email. Je l'ai adressé à ma mère, à mon père et à Scarlett. Ligne d'objet, documentation financière, 2019 à 2024. Je suis resté longtemps à regarder le bouton envoyer. Mélissa est entrée dans la pièce. Elle est montée sur mes genoux même si elle était en train de devenir trop grande pour ça. Elle a posé sa tête contre ma poitrine. « Qu'est-ce que tu fais, papa ? » « Je finis juste un peu de travail, ma chérie. »« D'accord, on peut faire des cookies plus tard ? » »« Absolument. » Elle a souri et a glissé de mes genoux, retournant dans sa chambre pour jouer. J'ai regardé à nouveau l'écran, l'email, les années de reçu et de silence et de travail invisible. J'ai appuyé sur envoyer. L'email est parti à 16h47, samedi. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mélissa et moi avons fait des cookies, aux pépites de chocolat avec des pépites de chocolat supplémentaires parce que c'est comme ça qu'on les aime. On a mis le bazar dans la cuisine. On a ri. On a mangé trop de pâtes. C'était une soirée parfaite. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 18h32. Puis ça a commencé. La première réponse est venue de mon père. « Il faut qu'on parle. Appelle-moi. » Je n'ai pas appelé. La deuxième réponse est venue de Scarlett. « Tu te moques de moi, là ? Tu as gardé des reçus comme si on était une transaction commerciale. Tu es malade, Brian. Tu es vraiment malade. » La troisième réponse est venue de ma mère. C'était long. C'était décousu. Ça a commencé par le choc, est passé au déni, a abordé la justification et s'est terminé par le blâme. La phrase clé, on ne t'a jamais demandé de payer tout ça. Tu as proposé, tu voulais aider. Maintenant, tu agis comme si on t'avait forcé. Tu réécris l'histoire pour te faire passer pour la victime. Grandis un peu. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone. 1 heure plus tard, mon père a appelé. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal. « Brian, ta mère est très bouleversée. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit dans cet email. Elle est juste blessée. Nous le sommes tous. Tu nous as pris par surprise avec ça. On pensait que tout allait bien. Si tu avais un problème, tu aurais dû le dire il y a des années. Tu ne peux pas juste nous retirer le tapis sous les pieds et t'attendre à ce qu'on soit d'accord avec ça. Appelle-moi. On va trouver une solution. » J'ai supprimé le message vocal. Dimanche matin, Scarlett a envoyé une série de SMS. Louis est furieux. Il dit, « Tu nous as saboté exprès. Le paiement de la voiture a été rejeté. On a eu des frais de retard. La garderie menace de laisser tomber les garçons si on ne paie pas d'ici lundi. Tu te soucies au moins de ce que tu fais à tes neveux. Réponds-moi, Brian. » Je n'ai pas répondu. Dimanche après-midi, ma mère a essayé une approche différente. Elle a envoyé un SMS avec une photo jointe. C'était une photo de Mélissa datant d'il y a 2 Noëls. Mélissa souriait, tenant un cadeau.
Ma mère avait écrit en légende, « J'aime cette petite fille. Je ne lui ferai jamais de mal intentionnellement. S'il te plaît, parle-moi. » J'ai regardé la photo pendant longtemps. Puis j'ai regardé la date à laquelle elle avait été prise, il y a 2 ans, avant que je ne paie la nouvelle toiture de leur maison, avant que je ne couvre les soins dentaires d'urgence, avant que je ne vire l'argent pour la compte du voyage à la plage. Je me suis demandé si elle aimait assez Mélissa pour l'inclure dans la commande d'ensemble de bains. Je me suis demandé si elle aimait assez Mélissa pour la considérer comme l'égale des autres petits-enfants. Je n'ai pas répondu aux SMS. Dimanche soir, les messages ont changé de ton. Le désespoir s'est transformé en colère. Scarlett, très bien. N'aide pas. On va se débrouiller seul. On n'a pas besoin de toi. Maman, j'espère que tu es heureux, Brian. J'espère que ce petit accès de pouvoir te fait te sentir bien dans ta peau. Papa, déçu ne suffit même pas à exprimer ce que je ressens. Lundi matin, je me suis réveillé tôt. J'ai préparé le petit déjeuner pour Mélissa, des œufs brouillés et des toasts. Nous avons mangé ensemble dans un silence confortable. Elle a levé les yeux vers moi en pleine bouchée. Papa, tu es triste? Non, ma chérie. Pourquoi tu demandes ça? Tu as l'air silencieux, c'est tout. Je pense à des trucs de grands, mais je ne suis pas triste. D'accord, tant que tu n'es pas triste. Je ne suis pas triste, ai-je dit, et je le pensais. Je l'ai déposé à l'école. Je suis allé au travail. Je me suis concentré sur mes projets. J'ai répondu aux emails des clients. J'ai examiné les rapports financiers. À midi, j'ai vérifié mon téléphone. 7 nouveaux messages. Maman, la société de crédit hypothécaire a envoyé une lettre recommandée. Nous sommes officiellement en défaut de paiement. C'est de ta faute. Scarlett, la voiture va être reprise si on ne se met pas à jour avec les paiements. Je n'arrive pas à croire que tu nous fais ça. Papa, on va perdre la maison. Brian, c'est ça que tu veux? J'ai lu les messages. Je n'ai rien ressenti d'autre qu'une sorte de clarté distante. Il ne demandait pas comment allait Mélissa. Il ne s'excusait pas pour ce qui s'était passé à la plage. Il ne reconnaissait pas les 5 années de soutien. Ils étaient juste en colère que le soutien ait cessé. Mardi, les messages ont cessé. Je ne savais pas si ça voulait dire qu'ils avaient abandonné ou s'ils étaient en train de se regrouper. Je m'en fichais. Mercredi, j'ai reçu un message d'un genre différent. Il venait de mon oncle Patrick, le frère de mon père. Il vivait dans l'Ohio. On se parlait peut-être une fois par an. Salut Brian, ton père m'a appelé. Il m'a raconté ce qui se passe. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je connais tes parents. Je sais comment ils peuvent être. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. Sans jugement. J'ai regardé ce message fixement pendant longtemps. Puis je l'ai appelé. Il a répondu à la 2e sonnerie. Brian. Salut, oncle Patrick. Tu vas bien? Je vais mieux que je ne l'ai été depuis longtemps, en fait. Il y a eu une pause, puis il a dit, bien, c'est bien. Nous avons parlé pendant 30 minutes. Il ne m'a pas demandé de régler les choses avec mes parents. Il ne m'a pas culpabilisé. Il a juste écouté. À la fin de l'appel, il a dit, tu sais, ta grand-mère disait toujours que les gens qui t'aiment ne te font pas te sentir petit. Ils te donnent l'impression que tu comptes. On dirait que tu te sens petit depuis un moment. Ouais, ai-je dit doucement. C'est le cas. Alors peut-être qu'il est temps que tu prennes de la place. Quand nous avons raccroché, je me suis senti plus léger. Jeudi, ma mère a envoyé un dernier message. Nous vendons la maison. Nous ne pouvons pas nous le permettre sans ton aide. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Je pouvais. 2 mois ont passé. Mélissa et moi sommes entrés dans un nouveau rythme. Nous dînions ensemble tous les soirs. Nous faisions nos devoirs à la table de la cuisine. Nous allions au parc le week-end. Nous avons construit le volcan pour son projet scientifique, et il est entré en éruption parfaitement. Elle a eu un A. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone de manière obsessionnelle. Les messages de ma famille avaient pour la plupart cessé. De temps en temps, je recevais quelque chose de Scarlett. Généralement, c'était de la colère. Parfois, c'était de la tristesse. Je n'ai répondu à aucun d'eux.
J'ai appris par l'intermédiaire de l'oncle Patrick que mes parents avaient vendu la maison. Ils ont déménagé dans une petite location. Mon père a repris un travail à temps partiel en faisant des inspections de sécurité. Ma mère a pris des heures supplémentaires au cabinet dentaire. Scarlett et Louis ont emménagé chez les parents de Louis pour économiser de l'argent. La situation de la garderie s'est réglée d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas demandé comment. Je ne me suis pas senti coupable. Je m'y attendais, mais je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. Un samedi après-midi, Mélissa et moi étions à l'épicerie. Elle poussait le chariot et faisait semblant d'être un pilote de course. Nous rions de quelque chose de stupide quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Brian. Je me suis retourné. C'était Scarlett. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. Elle avait des cernes sous les yeux. Elle tenait une boîte de céréales générique. Scarlett. Salut. Elle a jeté un coup d'œil à Mélissa. Salut, Mélissa. Mélissa a levé les yeux vers sa tante. Elle n'a pas souri. Elle a juste dit salut d'une petite voix et s'est rapprochée un peu de moi. Il y a eu une pause maladroite. Scarlett a transféré son poids d'un pied sur l'autre. Comment vas-tu, a-t-elle demandé. Nous allons bien. C'est bien. C'est vraiment bien. On aurait dit qu'elle voulait en dire plus. Finalement, elle a dit, écoute, je sais que les choses sont gâchées. Je sais que maman a eu tort. J'aurais dû dire quelque chose à la plage. J'aurais dû défendre Mélissa. J'ai attendu. Je ne pensais pas que c'était si grave sur le moment. Je pensais que tu t'en remettrais, mais je comprends maintenant. Je comprends vraiment. D'accord. C'est tout? Juste et d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Scarlett? Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut passer à autre chose, qu'on peut redevenir une famille. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Nous n'avons jamais été une famille, Scarlett. Nous étions un système. Je le finançais. Vous en avez tous profité. Ce n'est pas une famille. Son visage s'est un peu crispé. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est vrai. Elle est restée là un autre moment, comme si elle allait argumenter. Puis elle a juste hoché la tête et s'est éloignée. Mélissa a tiré sur ma manche. Papa, on peut prendre les cookies avec les dinosaures dessus? J'ai souri en la regardant. Absolument. Nous avons fini nos courses. Nous sommes rentrés à la maison. Nous avons préparé le déjeuner. Nous avons joué à un jeu de société. Nous avons passé une journée complètement normale, banale, parfaite. Ce soir-là, après que Mélissa soit allée se coucher, je me suis assis sur le canapé avec une tasse de thé. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à écrire sur ce que j'avais appris. J'ai appris qu'être fiable ne signifie pas être invisible. J'ai appris que le sacrifice sans réciprocité n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. J'ai appris que fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. J'ai appris que ma fille regardait comment je laissais les gens me traiter, et si je me laissais manquer de respect, je lui apprenais qu'il était normal qu'on lui manque de respect aussi. J'ai appris que les gens qui vous aiment vraiment ne vous font pas supplier pour une décence élémentaire. J'ai appris que s'éloigner de la toxicité n'est pas un abandon, c'est une survie. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai regardé autour de moi mon petit appartement. Ce n'était pas luxueux. Les meubles étaient d'occasion. Les murs avaient besoin d'être peints, mais c'était chez nous, chez moi et chez Mélissa, et c'était rempli de paix. Mon téléphone a vibré. Un SMS de l'oncle Patrick. Comment vas-tu, gamin? J'ai répondu, je vais très bien. Il a renvoyé un emoji pouce levé. J'ai souri. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait de ma mère, manuscrite, de 4 pages. J'ai failli la jeter sans la lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. Elle a écrit sur la difficulté des choses, sur la façon dont ils avaient perdu la maison, sur la façon dont la fierté de mon père avait été blessée, sur la façon dont Scarlett et Louis étaient en difficulté, sur la façon dont la famille se sentait fracturée. Elle a écrit qu'elle avait beaucoup réfléchi au voyage à la plage, à Mélissa, à ce qu'elle avait fait. À la page 3, elle a finalement écrit ces mots, j'ai eu tort. J'ai été cruel.
J'ai exclu Mélissa parce que j'étais irréfléchi et égoïste. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait et je suis désolé. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour je le ferai. Peut-être qu'un jour je serai prêt à avoir une conversation sur la reconstruction de quelque chose, mais pas maintenant, pas encore. Pour l'instant, je me concentrais sur la famille qui comptait, celle qui était assise à ma table de cuisine tous les soirs, celle qui me regardait comme si j'avais décroché la lune, celle qui méritait un père qui connaissait sa valeur. Mélissa est entrée dans le salon. Elle avait son animal en peluche préféré sous le bras. « Papa, on peut aller à l'aquarium le week-end prochain ? » « On peut absolument. Et on peut avoir des chapeaux de requin assortis dans la boutique de souvenirs. » « Des chapeaux de requin assortis ? J'aime ça. » Elle a souri et est retournée en courant dans sa chambre. Je suis resté assis là dans le calme pendant un moment. J'ai pensé aux ensembles de bains et aux feuilles de calcul, aux hypothèques et aux limites, aux 5 années de travail invisible et à un moment de conséquences visibles. J'ai pensé que parfois la chose la plus puissante que l'on puisse faire est d'arrêter de faire quoi que ce soit. J'ai pensé que l'amour ne devrait jamais vous donner l'impression que vous ne comptez pas. Et j'ai pensé que pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de compter, pas à cause de ce que je pouvais fournir, pas à cause de ce que je pouvais payer, pas à cause de mon utilité, mais parce que j'existais, parce que j'avais de la valeur, parce que je m'étais choisi moi-même et ma fille. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout.